Très bien, donc bonjour tout le monde, chères étudiantes, chers étudiants. Donc on se voit dans le cadre de la quatrième séance, hein. Donc cette séance, je vais la consacrer toujours à la notion du bilan. Déjà, je vais vous rappeler ce que ça a été dit lors de la séance précédente. Et après, on va avancer avec cette notion du bilan. Donc, lors de la dernière séance, j'ai défini le bilan comme étant une photographie du patrimoine de l'entreprise. Et donc, quand vous parlez du bilan, donc le bilan, il reflète, bien sûr, le patrimoine de l'entreprise. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le bilan, tout simplement, comprend des ressources et des emplois. Parmi les ressources, vous avez les ressources permanentes et vous avez les ressources circulantes. Pour les ressources permanentes, je les ai déjà expliquées. Donc, ils comprennent les capitaux propres ainsi que les dettes dont le délai d'exigibilité est supérieur à 1 an. Donc ça, c'est ce que nous avons appelé d'autrefois les ressources permanentes. Et donc, dans ce cas-là, pour parler des ressources permanentes, il faut toujours raisonner en capitaux propres. Ça veut dire l'argent apporté par, bien sûr, les propriétaires et bien sûr dégagé par l'activité de l'entreprise. Et donc, ces ressources-là, elles sont mises à la disposition de l'entreprise pour une durée supérieure à 1 an. Et bien sûr, les dettes, dont le délai de remboursement est supérieur à 1 an, ils sont considérés comme des ressources permanentes. Très bien. En plus des ressources permanentes, vous avez les ressources circulantes. Et donc, pour les ressources circulantes, vous avez toutes les dettes circulantes, c'est-à-dire toutes les dettes dont le délai est inférieur à 1 an. Donc, on les a classées dans deux catégories. Les dettes circulantes envers le banquier et les dettes circulantes envers les autres parties prenantes. Et donc, les dettes circulantes envers les autres parties prenantes, on les avait appelées ressources circulantes, c'est-à-dire passifs circulants hors trésorerie. Alors que les dettes circulantes envers la banque, on les a appelées, bien sûr, la trésorerie passive. Et donc, dans ce cas-là, les ressources, c'est le passif. Donc, le passif est composé d'un financement permanent. Ça veut dire ressources permanentes, capitaux propres, plus dettes supérieures à 1 an, plus, bien sûr, les dettes circulantes hors trésorerie, envers le fournisseur, envers l'État, envers le personnel, envers les organismes sociaux, et ainsi de suite. Et par la suite, vous avez les dettes circulantes envers la banque. Donc, ces dettes circulantes envers la banque, on les a, c'est-à-dire on les a récapitulées, d'accord? Et on les a enregistrées dans une rubrique qui s'appelle la trésorerie passive. Très bien. Et donc, toutes ces ressources vont être utilisées pour réaliser des emplois. Donc, les emplois sont des flux entrants. Donc, les flux entrants, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les emplois qui ont été réalisés par l'entreprise. Et donc, parmi les emplois, vous avez des emplois qui durent et vous avez des emplois circulants. C'est-à-dire, quand vous achetez un matériel ou une machine, vous n'allez pas céder ce matériel et cette machine au bout de quelques mois d'utilisation, donc vous allez le garder. Donc, quelque chose qu'on garde, c'est quelque chose d'immobile. Il ne bouge pas. Et donc, il s'agit d'une immobilisation. Donc, parmi les emplois, vous avez des emplois que vous allez garder pour une durée supérieure à 1 an, et vous avez des emplois, malheureusement, que vous n'allez pas pouvoir garder pour une durée supérieure à 1 an parce que ce sont des emplois liés à votre activité. Et donc, ces emplois, on va les appeler les emplois circulants. Et donc, emploi, on avait appelé ça actif. Donc, emploi durable, actif durable, actif immobilisé. Et donc, emploi circulant, c'est actif circulant.
Donc, parmi les actifs circulants, vous avez les actifs circulants hors trésorerie, ça veut dire le stock, ça veut dire les créances et les TVP. Donc, stock, créances et TVP. Stock, créances et TVP, on appelle ça les emplois circulants. Bien sûr, hors trésorerie, ça veut dire l'actif circulant hors trésorerie. Et bien sûr, tout ce qui est lié à l'argent, banque, caisse, chèque en portefeuille, effet à encaisser ou à l'encaissement, on va mettre ça dans l'actif circulant, cette fois-ci, mais lié à la trésorerie. Là, on sera dans la classe 5. Et donc, dans les emplois, vous avez des emplois durables et vous avez des emplois circulants. Les emplois durables sont des emplois immobilisés et les emplois circulants sont des emplois, bien sûr, en perpétuel mouvement. Et donc, on les a classés en deux catégories. Donc, actifs circulants, emploi circulant hors trésorerie, et trésorerie, bien sûr, trésorerie active. Voilà. Voilà ce que nous avons dit, c'est-à-dire lors de la dernière séance. Maintenant, on va toujours continuer, d'accord, tout en partageant avec vous le document. Donc là, je vais faire un partage. Comme ça, vous allez pouvoir suivre. Et donc, nous avons dit, donc j'ai donné l'exemple bien sûr, de monsieur Ahmed, qui a apporté 2 millions de dirhams, d'accord? Et il a emprunté 1 million, ça fait 3 millions de dirhams de ressources, ils sont là. Les 3 millions de dirhams de ressources, ils sont là. Qu'est-ce qu'il a fait avec les 3 millions de dirhams? Eh bien, tout simplement, il a acheté un fonds commercial à 1 million de dirhams. Donc, achat, un fonds commercial, c'est un flux entrant. Terrain, un flux entrant. Le local, c'est un flux entrant. Le camion, c'est un flux entrant. Le mobilier de bureau, c'est un flux entrant. Stock de marchandises, c'est un flux entrant. Ce qu'il a déposé en banque, le compte banque a connu un flux entrant. Et donc, tous les flux entrants sont des emplois. Et voilà l'origine de ces emplois, ça veut dire des ressources. D'accord? Et donc, ressources 3 millions, emploi 3 millions. Parfait. Après, nous avons dit, donc nous avons des ressources, des emplois, voilà. Et donc là, comme ce que je vous ai expliqué, parmi, bien sûr, les ressources, ça veut dire passif, vous avez des capitaux propres, il est là, capital et dette. Parmi les emplois, vous avez des emplois durables et vous avez des emplois circulants. Parmi les emplois, parmi les emplois durables. Donc, quand j'achète un fonds commercial, je l'achète pour une durée supérieure à un an. Quand j'achète un terrain, je l'achète pour une durée supérieure à un an. Quand j'achète un local, camion, mobilier, et donc tous ces achats-là sont des achats durables. Et donc ces achats durables, tout simplement, ils sont considérés comme des immobilisations. Ça veut dire, quand vous achetez, et j'insiste sur ça, hein, ça veut dire quand vous achetez un terrain, quand vous achetez un terrain, et donc le terrain que vous avez acheté, vous n'allez pas le céder au bout de quelques semaines d'utilisation. Ça veut dire que vous avez acheté le terrain pour le garder. Et quelque chose qu'on garde, c'est quelque chose d'immobile, ça ne bouge pas. Donc de le mot immobilisation. Et donc faites attention s'il vous plaît, tous les emplois, tous les emplois que vous avez réalisés, d'accord, et pour une durée supérieure à un an, ce sont des emplois immobilisés. Donc d'où le mot immobilisation. Ça veut dire les immobilisations, ce sont des emplois durables. Par contre, quand j'achète un stock de marchandises, la marchandise, je n'ai pas envie de la garder durablement, j'ai envie de la revendre. Quand j'achète un stock de matières premières, je n'ai pas envie de garder le stock de matières premières. Le stock de matières premières, j'ai envie de le transformer en produit fini. Et donc, dans ce cas-là, le stock, c'est un élément qui se trouve toujours en mouvement, en circulation. D'accord? C'est pour cette raison, on appelle ça actif circulant. Donc, stock, flux entrant, emploi, actif, et donc emploi circulant. Donc, ça fait actif circulant. La même chose, l'argent que j'ai déposé en banque, cet argent ne va pas dormir en banque. Ça veut dire qu'il va être utilisé. Et donc, dans ce cas-là, c'est un emploi circulant, c'est un actif circulant. Et donc, voilà. Donc, les actifs immobilisés et les actifs circulent. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Et donc là, pour qu'on soit clair, donc quand vous parlez du bilan, quand vous parlez du bilan, vous parlez
d'une situation patrimoniale d'une entreprise à une date bien précise. D'accord? Ça veut dire à cette date-là, le patrimoine de l'entreprise, il est composé de quoi? D'accord? Donc il est composé des emplois, il est composé des ressources. Ressources, on les a appelées ça le passif, et bien sûr, les emplois, c'est l'actif. Et donc, comme je vous ai expliqué l'autre fois, dans le passif, vous avez trois classes. Vous avez le financement permanent, qui comprend les capitaux propres plus les dettes supérieures à un an. Vous avez la classe, ça c'est la classe 1, financement permanent. Vous avez la classe 4, qui s'appelle passif circulant hors trésorerie, qui, qui comprend toutes les dettes circulantes, d'accord? Ça veut dire inférieures à un an, envers toutes les parties prenantes, sauf la banque. Par contre, tout ce qui est dette envers le banquier et inférieur à un an, on va trouver ça dans la classe 5 et dans la rubrique 55 qui s'appelle la trésorerie passive. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Par contre, ces ressources, on les a utilisées pour réaliser des emplois. D'accord? Et donc, des emplois durables immobiliers, c'est de l'actif immobilier, c'est la classe 2. Et après, on peut réaliser des emplois circulants hors trésorerie, ça c'est de la classe 3. Et donc, la classe 3, actif circulant hors trésorerie. Actif circulant hors trésorerie. Et vous avez la trésorerie, bien sûr, active, la classe 5 et la rubrique 51. Et donc, pour le bilan, d'accord, c'est une photographie du patrimoine de l'entreprise, tout simplement. Et comprend des ressources, des emplois, très bien. Les ressources, ils vont servir, bien sûr, à financer, financer les emplois. Parfait. Ensuite, et tous les comptes d'actifs, regardez s'il vous plaît. Quand je vous dis actif, actif emploi. D'accord? C'est-à-dire quoi emploi? Emploi, ce sont les flux entrants. Donc, qu'est-ce que je vous ai expliqué auparavant? Tous les flux entrants sont des emplois et tous les emplois sont enregistrés au débit. Donc, je répète, les emplois sont des flux entrants, les emplois sont des flux entrants, et donc ces flux entrants, d'accord, ils sont enregistrés au débit. Et donc, dans ce cas-là, tous les comptes d'actifs sont censés présenter un solde débiteur. Je répète, un flux entrant est un emploi. Un flux entrant est un emploi. Donc j'achète un terrain, le terrain c'est un flux entrant. J'achète une machine, la machine c'est un flux entrant. J'achète un équipement, l'équipement c'est un flux entrant. Donc c'est un emploi. Et les emplois sont enregistrés au débit. Donc tous les comptes d'actifs sont censés présenter un solde débiteur. Voilà. Ce que je vous ai marqué là, d'accord? Et donc, par contre, tous les comptes d'actifs, d'accord? On a dit, ils sont censés présenter un solde débiteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils augmentent au débit, ça veut dire plus j'achète de terrain, plus le compte terrain sera débité. Mais quand ça augmente au débit, mais par contre, quand je vends un terrain, le terrain c'est un flux sortant, ressources inscrites au crédit. Ça veut dire que tous les comptes d'actifs, ils augmentent au débit et ils diminuent au crédit. Ça, c'est la règle, s'il vous plaît. La règle, et j'insiste beaucoup sur cette règle. Vraiment, j'insiste beaucoup sur cette règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les comptes d'actifs augmentent au débit, tous les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Je prends un exemple. Vous avez acheté un terrain. Un terrain, c'est un flux entrant. Un flux entrant est un emploi. Et les emplois sont enregistrés au débit. Vous avez racheté un autre terrain, débit. Vous avez racheté un troisième terrain, débit. Vous avez racheté un quatrième terrain, débit. Ça veut dire que votre compte, il comprend plusieurs terrains au débit. Ça veut dire que le compte d'actifs augmente au débit. Mais quand je vends le terrain c'est un flux sortant, ressources inscrites au crédit. Ça veut dire que le compte d'actifs diminue au crédit. Et donc la règle, s'il vous plaît. Et ça, j'insiste beaucoup sur ça. D'accord? Et donc tous les comptes d'actifs augmentent au débit. Tous les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Par contre,
au niveau du passif. Et donc, vous m'avez dit, toutes les dettes sont des ressources. Hein. Passif, les ressources. Passif, il reflète quoi? Il reflète les ressources. Parce que vous m'avez dit, l'actif reflète les emplois. Et donc, quand le passif reflète les ressources et reflète les dettes, on a dit que toutes les ressources sont inscrites au crédit. Ça veut dire que tous les comptes du passif sont censés présenter un solde créditeur. Ça veut dire quoi créditeur? Ça veut dire qu'ils doivent augmenter au crédit et diminuer au débit. Je m'explique. J'ai fait un achat de marchandises à crédit. Le fournisseur m'a accordé un délai de 30 jours. D'accord? Donc, achat, c'est un flux entrant, c'est un emploi enregistré au débit. Donc, je vais débiter achat de marchandises. Donc, je débite achat de marchandises. Donc, quand je débite achat de marchandises, je dois créditer un autre compte. Est-ce que cet achat, je l'ai payé? Non, je ne l'ai pas encore payé. Et donc, dans ce cas-là, je dois reconnaître une dette envers le fournisseur. Cette dette est une ressource. C'est la ressource qui m'a donné la possibilité de réaliser mon achat. Et donc, une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Ça veut dire que le compte fournisseur doit être crédité. Donc, le fournisseur, il m'accorde, c'est-à-dire euh, un autre délai. Ça veut dire que j'ai réalisé une deuxième opération, mais avec, bien sûr, un délai de paiement. Et donc, je vais encore reconnaître une dette envers le fournisseur. Ça veut dire ressource. Ça veut dire inscrite au crédit. Ça veut dire plus j'ai de dettes envers le fournisseur, plus le compte fournisseur il sera crédité. Je répète, c'est-à-dire plus j'ai de dettes envers, plus j'ai des dettes envers le fournisseur, plus, plus le compte fournisseur sera crédité. Et donc, je généralise tous les comptes du passif, ils sont censés présenter un solde créditeur. Et donc, ils vont augmenter au crédit, ils vont diminuer au débit. Ça veut dire que quand je vais rembourser mon fournisseur, quand je vais rembourser mon fournisseur, ma dette envers le fournisseur, elle va diminuer. Et puisqu'elle augmente au crédit, elle est censée diminuer au débit. Et donc, plus j'ai de dettes envers le fournisseur, plus le compte fournisseur sera crédité. Mais plus je rembourse, ça veut dire quoi je rembourse? C'est-à-dire je me débarrasse de mes dettes envers le fournisseur. Et donc plus je rembourse, d'accord, plus la dette envers le fournisseur, elle va diminuer. Et donc quand il va diminuer au débit. Et donc faites attention s'il vous plaît, je répète, et j'insiste sur ça, tous les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit. Par contre, tous les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Ça, c'est la règle d'or, je vais vous le dire. D'accord? Donc, la règle d'or, c'est ça. Tous les comptes d'actifs, ils augmentent au débit et diminuent au crédit. Et tous les comptes du passif, ils augmentent au crédit et ils diminuent au débit. Voilà. Maintenant, avant de vous détailler un peu la notion du bilan, je vais essayer de vous montrer juste la variation de la situation patrimoniale, d'accord, entre début de la période et fin de période. Ça veut dire comment la situation patrimoniale change, d'accord, change entre le début de la période et la fin de la période, tout simplement. Donc là, je prends un exemple très simple. Vous allez parfaitement comprendre. D'accord? Je vais prendre deux cas. Le cas où nous allons trouver des bénéfices, c'est-à-dire quand je compare, quand je compare la situation à la fin avec la situation au début, c'est-à-dire je vais vous montrer comme quoi on peut dégager des bénéfices, des gains. D'accord? Et donc je prends un exemple très très sympathique. Donc, toujours, vous avez la société alpha, hein, d'accord? La société alpha, vous avez la société alpha qui dispose des éléments suivants. Au 1er janvier, attention, donc au 1er janvier,
Au 1er janvier, nous allons les éléments suivants. Nous avons terrain, construction, matériel de transport, marchandises, banque, capital, emprunt, dette fournisseur. On va aller tout doucement. Et donc, l'entreprise Alpha dispose, dispose des éléments suivants. Voilà. Donc, quand elle dispose des éléments suivants, c'est très simple. Parmi ces éléments, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un terrain, nous avons construction, nous avons matériel de transport, marchandises, banque, capital, emprunt, dette. Donc, parmi ces éléments, on va distinguer les éléments d'actifs des éléments du passif. Donc, parmi ces éléments-là, on va essayer de distinguer les éléments d'actifs des éléments du passif. Terrain, flux entrant, emploi, actif. Construction, emploi, actif. Matériel de transport, flux entrant, emploi, actif. Marchandises, flux entrant, emploi, actif. Banque, j'ai déposé de l'argent en banque. Le compte banque a connu un flux entrant, emploi, bien sûr, flux entrant, emploi, actif. Capital, c'est une ressource, passif. Emprunt, c'est une dette, ressource, passif. Dette fournisseur, ressource, passif. Voilà nos éléments. Maintenant, on va les classer. On va les classer comme ça. Ressources, emploi. Ça veut dire passif, actif, passif. Donc, quels sont les éléments d'actifs? Vous avez actif immobilisé et actif circulant. D'accord? Pour l'instant, on va aller comme ça. Donc, actif immobilisé et actif circulant. Donc, actif immobilisé, vous m'avez dit, monsieur, nous avons le terrain, une immobilisation, construction, d'accord? Vous avez matériel de transport. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments durables. On appelle ça actif immobilisé. Et vous avez actif circulant qui comprend marchandises plus banque. Après, vous avez capitaux propres, capital 2 millions. Dette, ça veut dire emprunt auprès des établissements de crédit, voilà 400 000. Et vous avez la dette fournisseur 100 000. Donc vous avez l'égalité entre ressources et emploi. Ressources et emploi, voilà l'égalité entre ressources et emploi au 1er janvier, au 1er janvier de l'année. Au 1er janvier c'est-à-dire de l'année N. Maintenant, au 31 janvier, au 31/12, comme vous voulez, hein. C'est juste pour indiquer le début de la période, 1er janvier et fin de période. Donc, début de période, fin de période. C'est ça, c'est ce que je cherche à vous montrer. Vous montrer, bien sûr, la différence entre ce qui se passe en début de période et ce qui se passe en fin de période. Et donc, dans ce cas-là, en fin de période, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le terrain, d'accord? Toujours construction, matériel de transport, marchandises, banque. Très bien. Donc là, on va les classer. En fin de période, on va les classer. Et donc, quand on va les classer, très bien, toujours terrain, construction, matériel de transport, marchandises, banque, capital, dette fournisseur et emprunt. Voilà, on les a classés. Mais par contre, quand on va les classer, on va trouver que le total actif n'est pas égal au total passif en fin de période. En fin de période, on va trouver que le total actif, c'est 2 550 000, mais total passif, on va le trouver 2 400 000. 2 400 000 avant d'affecter le résultat. Et donc, c'est quoi la différence entre l'actif et le passif? C'est le résultat. Ça veut dire, entre le début du mois et la fin du mois, vous avez exercé une activité. Et donc, l'exercice de votre activité, qu'est-ce qu'il a généré? Il a généré un résultat. Et ce résultat, il peut être positif, comme il peut être négatif. Et donc, quand le total actif est supérieur au total passif, le résultat est positif. Quand le total actif
est inférieur au total passif, le résultat, cette fois-ci, il est négatif. Donc faites attention, s'il vous plaît. Donc, au début de la période, ne cherchez pas le résultat, vous n'allez pas le trouver. Au début de la période, je viens de commencer ma période. J'ai pas encore démarré mon activité. Donc, pourquoi je vais chercher le résultat? Je ne cherche pas le résultat. Donc, tout ça pour vous dire que au début de la période, ne cherchez pas le résultat. D'accord? Et donc, si on vous demande, par exemple, de trouver le capital, vous pouvez faire actif, moins passif sur le capital, parce que là, le résultat, vous n'allez pas à votre tracasser. D'accord? Mais par contre, quand vous avancez dans le mois, ça veut dire que vous êtes en train d'exercer une activité. Et cette activité, elle est en train de vous générer un résultat, quel que soit son sens. Un résultat positif ou un résultat négatif. Et donc, quand le total actif est supérieur au total passif en fin de période, le résultat, c'est un résultat positif. Quand le total actif est supérieur au total passif, le résultat, il est positif, il est là. D'accord? Et donc, juste, c'est pas pour vous compliquer la situation. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que au début de la période, ne cherchez pas le résultat. Mais en fin de période, allez chercher le résultat pour pouvoir équilibrer votre bilan. D'accord? Ça veut dire le résultat, c'est l'actif total au total actif moins total passif. Et ce résultat, il peut être positif comme il peut être négatif. Donc là, j'ai vu le cas d'un résultat positif, ça veut dire que le total actif, ça veut dire que le total actif est supérieur au total passif. Maintenant, le résultat, il peut correspondre à une perte, hein. Et donc, j'ai pris le deuxième cas, hein, terrain, construction. Et donc là, on a classé tout ça. D'accord? Donc, on a classé terrain, construction, matériel de transport, et ainsi de suite. Et donc, on a trouvé que le total normalement, le total actif, il est inférieur au total passif. Ça veut dire quoi inférieur? Ça veut dire que là, quand on fait c'est-à-dire le total actif, total passif, enlevant le résultat d'ici, donc moins 50 000, d'accord? Ça va nous donner combien? 500 000 plus 150 000, ça fait 650 000. 650 000 plus 2 millions, ça fait 2 650 000. Alors qu'ici, ça fait 2 600 000. 2 600 000 moins 2 650 000, ça fait moins 50 000 de résultat. D'accord? Ça fait moins 50 000 de résultat. Alors qu'au total, regardez, quand on était dans le gain, on avait total passif 2 millions. Regardez, 350 000 plus 500 000, ça fait 400 000, ça fait 2 millions 4. 2 millions 4 et l'actif 2 550 000. 2 550 000 moins 2004, ça fait plus 150 000 pour équilibrer votre bilan. Et donc là, pour équilibrer toujours le bilan, on va aller faire la comparaison entre actif et passif. Et donc actif, voilà, c'est 2,6 millions, d'accord? Alors que le passif, alors que le passif, donc c'est 2 millions 650 000. Ça veut dire que le total actif, il est inférieur au total passif. Donc puisqu'il est inférieur, le résultat, ça va correspondre à une perte de moins 50 000. Comme ça, 2 650 000 moins 50 000, ça fait 2 600 000. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et donc là, c'est pas pour vous compliquer la situation. Et donc là, on peut comparer la situation patrimoniale, c'est-à-dire c'est-à-dire à la fin. Ça veut dire on compare l'actif avec le passif pour savoir est-ce que nous avons un résultat positif ou un résultat, bien sûr, négatif. Mais comme je vous l'avais dit, au début de la période, vous n'avez pas à chercher vous n'avez pas cherché le résultat. D'accord? Le résultat, il faut le chercher quand vous allez, bien sûr, euh, avancer et bien sûr dans l'exercice de votre activité. Maintenant, juste, je vais vous dire un mot concernant la codification au niveau de votre plan comptable, hein. Plan comptable, vous voyez le petit livret rouge, hein.
d'accord, qui récapitule un petit peu les comptes utilisés. Donc, pour la codification, vous avez, vous avez le premier chiffre qui désigne la classe, toujours. Quand vous me dites le chiffre 1, c'est la première classe, c'est financement permanent. Quand vous me dites par exemple 1, 1, ça, on n'est plus dans la classe, mais on est dans la rubrique. C'est-à-dire que deux chiffres, c'est la rubrique. Donc la rubrique, il appartient à la classe. Donc quand vous me dites la classe 1, la première rubrique, ça veut dire c'est 1. Ça veut dire que la première rubrique, il appartient à la première classe. Troisième chiffre, on l'appelle le poste. Quand vous avez trois chiffres, ça c'est le poste. Donc trois chiffres, c'est le poste. Quatre chiffres, on appelle ça le compte principal. Cinq chiffres, on appelle ça le compte divisionnaire. Six chiffres, on appelle ça le sous-compte. D'accord? Et donc, quand vous allez ouvrir votre plan comptable, on peut trouver, je peux vous donner un exemple, vous avez pour le compte 1111, capital social. Ça veut dire le premier chiffre, c'est la première classe, 1. Deux chiffres, c'est la rubrique 11, ça veut dire capitaux propres. Voilà, capitaux propres. Donc, premier chiffre, voilà, la classe 1, financement permanent. Voilà la hiérarchie. Donc, rubrique 11, ça fait capitaux propres. Ça fait capitaux propres. Ensuite, le troisième chiffre, c'est le poste. Ça veut dire capital social au personnel. Et donc, capital social au personnel, le quatrième chiffre, ça veut dire le compte principal, ça fait 1111, ça fait capital social. Voilà, ça fait capital social. Par exemple, je peux prendre un autre exemple. Hein. Vous avez 2111. 2111. 2, c'est la classe 2. Ça veut dire quoi la classe 2? Ça veut dire actif immobilisé. Donc 2.1, c'est la première rubrique. Elle s'appelle immobilisation en non-valeur. La rubrique qui s'appelle immobilisation en non-valeur. Et donc le poste 211, c'est le poste. D'accord? C'est le poste. 211, c'est le poste. Ensuite, 211, c'est le poste. Ça veut dire frais préliminaires. Frais préliminaires. Et quatrième chiffre, ce sont les frais de constitution. Donc, quand vous allez ouvrir le plan comptable, vous allez voir la classe 2, d'accord? La première rubrique 21, immobilisation en non-valeur. Donc 21.1, bien sûr, les frais préliminaires, le poste. Et donc le compte principal, le compte principal, il s'appelle tout simplement, frais de constitution. Voilà. Je peux aller encore plus loin, d'accord? Ça veut dire 34, 21, c'est la classe 3, c'est la rubrique 4, c'est le poste 342 et c'est le compte principal 3421. Donc vous devez respecter cette hiérarchie. Le premier chiffre, c'est la classe, le deuxième chiffre, c'est la rubrique, troisième chiffre, c'est le poste, quatrième chiffre, c'est le compte principal, et le cinquième chiffre, c'est le compte divisionnaire. Et donc, classe, rubrique, poste, compte principal et compte divisionnaire. Voilà la hiérarchie. Maintenant, on vous présente, bien sûr, on vous présente le bilan, d'accord? Donc voilà le bilan. Donc là, vous avez les emplois que nous avons appelés l'actif et vous avez les ressources que nous avons bien sûr appelé le passif. Et donc, quelles sont les différentes classes de l'actif? Faites attention, s'il vous plaît. Vous avez l'actif immobilisé, c'est la classe 2. Vous avez l'actif circulant hors trésorerie, c'est la classe 3. Et vous avez la trésorerie active, ça c'est la classe 5, mais la rubrique 51. Ensuite, pour les ressources, financement permanent,
Donc, pour le financement permanent, ça, c'est la première classe. Donc, dans le passif, on trouve la classe 1, financement permanent. On trouve aussi, on trouve aussi la classe 4, qui s'appelle passif circulant hors trésorerie. Et on trouve aussi la trésorerie passive, la classe 5 et la rubrique 55. Donc là, je vais détailler un peu, d'accord, pour vous permettre quand même de comprendre. Et on prend un exemple, d'accord, un exemple, ou plutôt une application, et après, vous allez parfaitement comprendre comment on fait les choses. Bien. Et donc là, donc je récapitule. Donc pour récapituler, donc voilà notre bilan, d'accord? Maintenant, on va le discuter un peu, d'accord? On a dit que finalement, le bilan, d'accord, c'est très simple, hein. Le bilan, c'est très simple. Euh, il reflète, il reflète la situation patrimoniale. Il reflète la situation patrimoniale à une date bien précise. Et donc, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend des emplois, il comprend des ressources. Emploi actif, ressources passives. L'actif, on a trois classes. Actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie, trésorerie actif. Ensuite, dans le passif, vous avez encore trois classes. Vous avez la première classe, financement permanent. Vous avez la quatrième classe, passif circulant hors trésorerie. Et vous avez la trésorerie passive. Voilà ce que vous avez au niveau de votre bilan. Maintenant, s'il vous plaît, je commence par l'actif immobilisé. On a dit que l'actif immobilisé, il comprend que des emplois durables, des emplois stables, des emplois permanents, et donc des emplois dont le délai est supérieur, à un an. Et donc dans ce cas-là, actif immobilisé, on a quatre types d'immobilisation. Immobilisation en non-valeur. Ça veut dire quoi, immobilisation en non-valeur? Ça veut dire des immobilisations n'ayant pas de valeur de revente sur le marché. On ne peut pas les vendre. Par exemple, des frais de constitution. Par exemple, des frais d'augmentation de capital. Par exemple, des charges à répartir sur plusieurs exercices. Et donc, tous ces emplois durables, ils n'ont pas de valeur sur le marché. Ils n'ont pas de valeur marchande. Et donc, dans ce cas-là, on va les appeler les immobilisations en non-valeur. Ils n'ont pas de valeur. D'accord? En plus des immobilisations en non-valeur, vous avez des immobilisations incorporelles. Vous ne pouvez pas les toucher. Est-ce que vous pouvez toucher un brevet? Non. Est-ce que vous pouvez toucher un logiciel? Non. Est-ce que vous pouvez toucher une marque? Non. Est-ce que vous pouvez toucher une clientèle? Non. Est-ce que vous pouvez toucher une réputation? Non. Et donc, tous ces éléments, on les appelle les immobilisations incorporelles. Incorporelles, ça veut dire ils n'ont pas une présence matérielle. Et donc, ça, c'est la deuxième catégorie des immobilisations. Et donc, immobilisation en non-valeur, la rubrique 21, la rubrique 22, immobilisation incorporelle qu'on trouve dans laquelle on trouve que des emplois intouchables. Des emplois intouchables. Et donc, ça veut dire quoi, emploi intouchable? Quelque chose qui ne présente pas, c'est-à-dire le caractère matériel. D'accord? Vous ne pouvez pas le toucher. Donc, quand vous me dites brevet, vous ne pouvez pas toucher un brevet. Le logiciel, est-ce que vous pouvez le toucher? Non. Et donc, dans ce cas-là, ces éléments-là, vous ne pouvez pas c'est-à-dire les toucher. Donc, quand vous me dites, vous rentrez dans un restaurant, d'accord? C'est vrai que dans le restaurant, il y a des éléments que vous pouvez toucher, mais il y a des éléments que vous ne pouvez pas toucher. Est-ce que vous pouvez toucher la réputation de ce restaurant, l'emplacement, toute la clientèle de ce restaurant? Non. Et donc, ces éléments, on les appelle un fonds commercial. Donc, le fonds commercial, ce sont les éléments incorporels d'un fonds de commerce. Le fonds de commerce, il comprend des éléments que vous pouvez toucher et des éléments que vous ne pouvez pas toucher. Donc, des éléments que vous pouvez toucher et des éléments que vous ne pouvez pas toucher. Et donc, les éléments que vous ne pouvez pas toucher d'un fonds de commerce, ça s'appelle un fonds commercial. Donc, ce sont les immobilisations incorporelles. Après, vous avez les immobilisations corporelles, c'est-à-dire des immobilisations que vous pouvez toucher,
terrain, construction, installation technique, matériel, outillage, matériel de transport, mobilier de bureau, matériel informatique. Et donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les toucher. On les appelle les immobilisations corporelles. Après, vous avez les immobilisations financières. Ça veut dire des emplois à caractère financier, tout simplement. Je peux vous donner un exemple. Vous avez acheté des actions, des titres de propriété pour pouvoir les garder durablement. Ces actions sont des flux entrants, emplois, durables. Sur quel marché je les ai achetés? Marché financier. Donc, ce sont des immobilisations financières. Par exemple, vous avez prêté de l'argent à votre personnel, d'accord, pour une durée supérieure à un an. Et donc, qu'est-ce que j'ai envers le personnel? J'ai une créance, mais cette créance, c'est une créance supérieure à un an. Et donc, cette créance, c'est une créance financière. Et donc, parmi les immobilisations, je récapitule, la classe 2, actifs immobilisés, 21 immobilisations en non-valeur, on ne peut pas les vendre, 22 immobilisations qu'on ne peut pas toucher, incorporelles, 23 des immobilisations que je peux toucher, et 24, 25, ce sont des immobilisations à caractère financier. Voilà ce que vous devez comprendre. Ensuite, vous avez la classe 3. Ça veut dire la classe 3, c'est actifs circulants hors trésorerie. Vous avez trois choses. Trois choses. Vous avez les stocks, marchandises, matières, fournitures, produits finis, en cours. Et donc, vous avez tous les stocks. Donc, dans l'actif circulant, hors trésorerie, la classe 3, vous avez stock, tous les stocks. Marchandises, donc quand j'entends stock, stock c'est un flux entrant, donc emploi, circulant, actif, circulant. Donc, c'est de la classe 3. C'est de la classe 3. Et vous avez les créances dont le délai est inférieur à un an. Ce sont des créances circulantes. Créances circulantes, on a dit toutes les créances sont des emplois. Toutes les créances, on a dit, sont des emplois. Et donc, dans ce cas-là, nous avons les stocks, nous avons les créances. Nous avons les stocks et nous avons les créances. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les titres et valeurs de placement, TVP. Titres et valeurs de placement, par exemple, des actions que vous avez acquises, mais pour une durée inférieure à un an. Ça veut dire que vous avez juste envie de réaliser une plus-value dans le plus bref délai. C'est pour cette raison que vous avez décidé d'acheter ces actions. Donc ces actions, vous les avez achetées pour pouvoir tout simplement réaliser une plus-value rapidement. Et donc cette action, c'est un flux entrant, emploi, circulant. Donc c'est de l'actif circulant. Mais l'actif circulant hors trésorerie. Et donc, dans l'actif circulant hors trésorerie, on trouve trois choses essentielles. Stock, créance, inférieure à un an, et titres et valeur de placement, ça veut dire des titres acquis pour réaliser une plus-value dans le plus bref délai. Tout simplement. Ça vient la classe 5, trésorerie. Mais cette fois-ci, la trésorerie, c'est la trésorerie active. Et donc là, vous avez tous les éléments ayant lien avec l'argent, la caisse, banque, chèque en portefeuille, effet à encaisser ou à l'encaissement. Et donc, tous ces flux entrants, d'accord, d'accord, à caractère monétaire, on va les mettre dans la trésorerie active, la classe 5 et la rubrique 51. Et donc, on trouve banque, trésorerie générale, chèques postaux, débiteurs, et on trouve la caisse. Et donc, dans ce cas-là, vous avez bien sûr la trésorerie active qui est dédiée au compte banque qui présente un solde débiteur, au compte caisse aussi. Et donc, dans ce cas-là, chèque en portefeuille, les effets à encaisser ou à l'encaissement, et ainsi de suite. Donc, voilà par rapport à l'actif. Par rapport au passif. Donc, on a dit, la première classe, elle s'appelle financement permanent. On l'a déjà expliqué. Financement permanent, ça veut dire ressources permanentes. Qu'est-ce que je trouve dans les ressources permanentes? Je trouve tous les capitaux propres. Capital, réserve, résultat, report à nouveau, ça veut dire toutes les ressources apportées par les propriétaires
est dégagé par l'activité de l'entreprise pour une durée supérieure à 1 an. Et donc, financement permanent, la première classe, elle est dédiée aux capitaux propres, plus toutes les dettes supérieures à, donc je répète, elle est dédiée aux capitaux propres, plus toutes les dettes supérieures à 1 an. Et donc, s'il vous plaît, si vous me dites, monsieur, j'ai un capital, où je vais l'enregistrer? Capital, c'est une ressource permanente, donc financement permanent, la classe 1. Monsieur, j'ai résultat réserve. Donc, résultat réserve, ce sont des capitaux propres. Capitaux propres sont des capitaux permanents. Donc, je vais les enregistrer dans le financement permanent. Ensuite, j'ai, monsieur, une dette, mais cette dette supérieure à 1 an. Dette supérieure à 1 an, c'est une dette permanente. Dette permanente, ressources permanentes, financement permanent. Et dans le financement permanent, je vais aller voir la première classe. D'accord? Donc la première classe, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il comprend? Toutes les ressources permanentes. Ça veut dire les capitaux propres plus les dettes supérieures à 1. Ensuite, ça vient les ressources circulantes. Et donc les ressources circulantes, on les a éclatées, on les a décomposées en deux. D'accord? Et donc dettes circulantes hors trésorerie, c'est de la classe 4 qui s'appelle passif circulant hors trésorerie. Vous trouvez que les dettes circulantes envers tout le monde sauf la banque. Sauf la banque. Ça veut dire dette envers le fournisseur, la classe 4. Dette envers l'État, classe 4. Dette envers le personnel, classe 4. Organismes sociaux, classe 4. Les autres créanciers, classe 4. Mais jamais vous allez trouver les dettes envers la banque. Les dettes envers la banque, on va laisser ça pour la trésorerie passive, la classe 5 et la rubrique 55, qui comprend 3 dettes, pas plus. Il comprend crédit d'escompte, crédit de trésorerie et banque avec un solde créditeur, tout simplement. D'accord? Et donc faites attention s'il vous plaît, je peux vous donner juste un simple exemple. L'entreprise a contracté une dette, d'accord, auprès d'une banque. Et donc dans ce cas-là, quand la banque accorde un délai supérieur à 1 an, la dette ressource devient permanente. Je vais chercher dans le financement permanent. Mais quand la dette envers la banque est inférieure à 1 an, je vais chercher dans la classe 5 et dans la rubrique 55. N'allez pas chercher dans la classe 4. Dans la classe 4, il n'y a pas la banque. Il n'y a pas la banque dans la classe 4. Il y a fournisseurs, il y a l'État, il y a le personnel, les organismes sociaux, il y a les autres créanciers, les associés, mais il n'y a pas la banque. Hein. D'accord? Et donc, si vous voulez enregistrer une dette dont le délai d'exigibilité est inférieur à 1 an envers la banque, allez directement voir, s'il vous plaît, la trésorerie passive. Ça veut dire la classe 5 et la rubrique 55. Donc, 55, vous avez crédit d'escompte, d'accord? 55, 2 ou 55, 20. Et après, vous avez le 553, ça veut dire crédit de trésorerie. C'est là où vous devez enregistrer la dette inférieure à 1 an envers la banque. Et vous avez, bien sûr, vos facilités, ça veut dire vos découverts et ainsi de suite, enregistrés dans c'est-à-dire le compte banque qui présente un solde créditeur. Voilà. Et donc, très bien. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire par rapport aux détails du bilan. Maintenant, je vais prendre une application avec vous. D'accord? Cette application, vous devez vraiment la comprendre. Voilà, application c'est-à-dire pour un petit peu bien expliquer les choses et on s'arrêtera là-dessus par rapport au bilan. On a dit que le 1er janvier, d'accord, de l'année N, M. Bachir a décidé de créer une société à responsabilité limitée à associé unique pour la commercialisation des produits sanitaires et électriques. Pour cela, si Bachir, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté un capital d'1 million de dirhams, à Capital, à financement permanent. Il a emprunté à long terme, ça veut dire une durée supérieure à 1 an, 500 000. Cet argent a été utilisé comme suit. Il a payé les frais de constitution, 20 000. Il a acheté un terrain, 480 000.
Il a acheté un local, 450 000. Il a acheté divers mobiliers de bureau, 25 000. Il a acheté un matériel de transport de 125 000. Il a acheté un micro-ordinateur à 30 000. Il a acheté des marchandises dont la valeur s'élève à 300 000. Il a acheté des marchandises dont la valeur s'élève à 300 000. 70% de 300 000, ça a été payé par chèque. D'accord? Et le reste à crédit, ça veut dire qu'on doit reconnaître une dette envers le fournisseur. Le reste de l'avoir est déposé. Ça veut dire quoi le reste de l'avoir? Ce qui reste après avoir payé les frais de constitution, après avoir acheté le terrain, après avoir acheté le local, après avoir acheté l'immobilier, après avoir acheté le matériel de transport, après avoir acheté le micro-ordinateur, après avoir payé 70% de la valeur de la marchandise, ce qui reste, qu'est-ce qu'il a fait avec? 80%, ça a été déposé en banque et 20% en caisse. Voilà ce qu'il a fait. Bien. Donc, on vous demande d'établir le bilan au 1er janvier. Donc, au 1er janvier, ne cherchez pas le résultat. Il n'y a pas de résultat le 1er janvier. D'accord? Et donc, un total actif, total passif. Et je vais trouver l'égalité. Et donc là, il est nécessaire de déterminer l'avoir en banque et le montant des espèces en caisse. C'est très facile. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, nous avons avoir en banque plus avoir en banque plus avoir en caisse. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des ressources. Voilà les ressources. Donc, 1 500 000. Donc, 1 500 000, qu'est-ce que j'ai fait 1 500 000? Donc, 1 500 000, ايش درت بها? J'ai payé les frais de constitution. Ah, j'ai payé les frais de constitution, 20 000. J'ai payé le terrain. J'ai payé le local. J'ai payé le mobilier. D'accord? Qu'est-ce que j'ai payé encore? J'ai payé le matériel de transport. J'ai payé quoi encore? J'ai payé le micro-ordinateur. Et j'ai payé 70% de la marchandise de 300 000. 7 fois 3, 21, il y a 210 000. Voilà, j'ai payé 210 000. Donc, le monsieur, il a apporté combien? Il a apporté, c'est dit, 1 500 000. 1 500 000. Alors, qu'est-ce qu'il a payé avec 1 500 000? Avec 1 500 000, il a payé les frais de constitution, il a payé le terrain, d'accord? Il a payé le local, il a payé le mobilier, il a payé le matériel de transport, il a payé un micro-ordinateur, il a payé 70% d'une marchandise de 300 000. Ça veut dire qu'il a payé 210 000. Donc, شحال بقى له de 1 500 000. De 1 500 000, il lui reste 160 000. Il a pris 80% منها en banque et 20% منها en caisse. Et donc, dans ce cas-là, on a déterminé le solde du compte banque et le solde du compte caisse. Et donc, on y va pour la présentation du bilan. Et donc, le jour de l'examen, s'il vous plaît, vous allez me faire comme cette présentation. Et donc, on a envie de présenter la classe, et on a envie de présenter la rubrique, et on a envie de présenter le poste, tout simplement. La classe, la rubrique, le poste. La classe, la rubrique, le poste. Donc, je vous conseille de commencer déjà par l'actif. D'accord? Quels sont les éléments d'actifs que vous avez? Nous avons des frais de constitution, nous avons un local, ou un terrain déjà, un local, matériel de transport, du mobilier, matériel informatique, d'accord? Nous avons un stock, et nous avons de l'argent en banque et de l'argent en caisse. En même temps, nous avons des ressources, les firmes un capital, ou firmes une dette envers la banque, ou firmes, il ne faut surtout pas oublier, la dette envers le fournisseur. Parce que le fournisseur, on a acheté auprès de lui combien? 300 000. On a payé combien par chèque? 70%. 70% de 300 000, ça fait 210 000. Ça veut dire qu'il nous reste 90 000 à régler à notre fournisseur. Nous n'avons pas encore réglé. Et donc les 90 000, ça veut dire les 300 000 moins 210 000, on va les régler plus tard.
Donc, on doit les reconnaître comme étant une dette circulante. Donc, maintenant, je vais aller avec vous point par point. Et donc, frais de constitution. Vous avez payé les frais de constitution. Pourquoi? Pour constituer la société durablement. D'accord? Et donc, ça, c'est un emploi durable. Mais est-ce que vous pouvez vendre les frais de constitution? Non. Et donc, il s'agit d'une immobilisation, emploi durable, immobilisation, en non-valeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Un petit actif, la classe 2, on dit actif immobilisé. Actif immobilisé, c'est la classe 2. La première rubrique, elle s'appelle immobilisation en non-valeur. Immobilisation en non-valeur. Et en même temps, je vais aller chercher dans le plan comptable frais de constitution et je vais trouver 2111. Moi, je ne veux pas 4 chiffres, je veux que 3 chiffres. Ça veut dire la classe, la rubrique et le poste. La classe actif immobilisé, la rubrique immobilisation en non-valeur, le poste s'appelle frais préliminaires. Et je viens ici et je note frais préliminaires. Ah, il y a frais préliminaires, 20 000. J'ai mis la classe, j'ai mis la rubrique, d'accord, à la classe, à la rubrique, à le poste. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. 3 chiffres, ça suffit. D'accord? Et donc, classe, rubrique, et donc classe, rubrique, bien sûr, et poste. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Maintenant, on a acheté un terrain. Terrain, je peux le toucher et je peux le vendre. Donc, il s'agit d'une immobilisation corporelle. Je peux toucher. Donc, je vais changer de rubrique. Donc, je vais passer de la rubrique des immobilisations en non-valeur vers la rubrique des immobilisations, corporelles. Et dans les immobilisations, bien sûr, corporelles, je trouve toutes les immobilisations que je peux toucher. Terrain, local, donc s'il vous plaît, ne m'écrivez pas local, allez chercher dans le plan comptable et vous allez trouver que le local, c'est une construction. D'accord? Ça veut dire que immobilisation corporelle, c'est 23. La classe 2 et la rubrique 23. Et dans la rubrique 23, vous avez 231 terrains, vous avez 232 constructions. Je vais marquer ici construction. Je n'ai pas d'installation technique, ni matériel, ni outillage. Après, j'ai un matériel de transport. Camionnette, véhicule, je vais écrire matériel de transport. Ah, il y a matériel de transport. Mobilier et matériel de bureau, aménagement divers. Ça veut dire quand je vous dis mobilier, matériel informatique, ça s'appelle mobilier, matériel de bureau, aménagement divers. Vous allez trouver ça dans le plan comptable et dans le poste 235. Donc 235, mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Et je mets le total. Ça veut dire quoi le total? Le total, les mobiliers plus matériel informatique. Crédit mobilier, 25 000 et matériel informatique 30 000, ça fait finalement 55 000. Et voilà 55 000. Ensuite, là, ça c'est de l'actif immobilisé. Donc j'ai terminé avec l'actif immobilisé. Maintenant, je vais voir les éléments circulants. On dit un seul élément, stock de marchandises. J'ai un seul élément. Je n'ai le seul élément. C'est le stock de marchandises. Donc stock de marchandises, donc c'est de la classe 3, actif circulant hors trésorerie, actif circulant hors trésorerie, stock marchandises, ça fait 300 000. Après, compte de trésorerie, d'accord, ça, trésorerie, donc ça c'est de la classe 5. 5.1, c'est trésorerie actif. J'ai deux éléments de la trésorerie active, banque et caisse. Banque, trésorerie générale et chèque postaux débiteur. Et caisse, régie d'avance et accréditif. Et donc, nous avons déjà calculé tout à l'heure le montant de la banque, c'est-à-dire les 160 000 fois 80% pour la banque et 160 000 fois 20% pour la caisse. Et voilà la trésorerie. Donc, trésorerie, banque, caisse, banque, caisse, banque,
trésorerie générale et chaque poste débiteur, caisse, régie d'avance et accréditif. Ensuite, vous avez les ressources. Ressources passives. La première classe, financement permanent. Financement permanent, high. Première classe. 1. Je vais rajouter un encore. Capitaux propres. Je vais rajouter un 1 pour indiquer le capital social au personnel. Donc, capital social au personnel, ça fait 1 million. Ça fait 1 million. D'accord? Ça fait 1 million, capital social au personnel. Donc, on a emprunté 500 000. Et donc, 500 000, pour l'instant, vous me mettez juste dette de financement. Dette de financement, ça veut dire à long terme, c'est une dette permanente. On va mettre ça dans les dettes de financement. Normalement, c'est autre dette de financement. Mais pour l'instant, vous mettez que dette de financement. Mais en même temps, est-ce qu'il me reste d'autres éléments qui relèvent du financement permanent? Non, il ne me reste plus des éléments qui relèvent du financement permanent. Mais par l'instant, je vais passer aux éléments circulants du passif. Passif circulant hors trésorerie, j'ai une seule dette, c'est la dette envers le fournisseur. Pourquoi? Parce que j'ai acheté 300 000 dirhams de marchandises, mais je n'ai payé que 210 000. Ça veut dire 70% de 300 000, 210 000. Donc, il me reste 90 000 à régler. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passif circulant hors trésorerie. D'accord? Ça, c'est de la classe 4. Il y a 4 dettes du passif circulant, c'est la rubrique, et 4.4.1, il s'appelle fournisseur et compte rattaché. Donc, si vous pouvez remarquer, donc je me contente de la classe, de la rubrique et du poste. Classe, rubrique, poste. Classe, rubrique, poste, classe, rubrique, poste. C'est tout. Et donc voilà comment vous allez bien sûr présenter votre bilan, d'accord, le jour J. Voilà, donc pour le bilan, c'est terminé, d'accord. Donc là, je vous envoie aussi une séance concernant le CPC. C'est rapide, le CPC, c'est pas du tout compliqué, le compte de produits et charges. Et j'espère que vous avez quand même compris cette notion du bilan qui reflète la situation patrimoniale. Très bien, donc je vous remercie de votre attention et donc je vous demande s'il vous plaît de faire un effort pour un petit peu insister sur tout ça, malgré la situation très difficile, hein, d'accord? Et surtout, protégez-vous contre le corona, hein, parce que le corona, c'est un virus très, 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 très méchant. Et il faut vraiment faire attention afin de se protéger et protéger vos proches. Et donc, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.